Et c'est l'heure à présent du focus du jour, direction l'Ukraine où depuis près de 2 ans, la ligne de front de la guerre entre le pouvoir central et les séparatistes pro-russes n'a quasiment pas bougé, à tel point que certains parlent de conflit gelé, même si des tirs d'artillerie sont quasi quotidiens. 500 soldats sont encore morts l'an dernier côté ukrainien. Une équipe de France 24 s'est rendue dans la zone tampon dans la petite ville de Novo-Louhansk, désormais occupée par l'armée ukrainienne. Elle cherche à gagner les cœurs des civils. Un reportage signé Gulliver Krag et Aude Soufi. C'est Noël à Novo-Louhansk, le 3e depuis le début de la guerre. Cette année, l'ambiance est lourde. Il y a 2 semaines, des soldats ukrainiens ont débarqué. Nos compatriotes sont venus en ville, on les appelle même nos frères. Et maintenant, ils sont venus pour faire la guerre, peut-être nous faire tuer. Qu'est-ce qui se passe ? À 300 mètres de là, les troupes fêtent aussi le réveillon. À notre retour au bercail, bientôt. Que nous y soyons sains et saufs et que nous y vivions en paix. Joyeux Noël à tous. Le capitaine, qui se fait appeler Stalker, affirme que son unité n'a pas l'intention de tuer les habitants, mais au contraire d'améliorer leur vie. Cette ville était en plein no man's land. Rien ne fonctionnait ici. Pas de premiers soins, pas de police, l'anarchie. L'armée ukrainienne a ramené l'ordre. Après des mois de blocage dans le conflit en Ukraine, l'opération a également remonté le moral des troupes, légèrement. On ne se sentira vraiment bien qu'une fois rentré dans Donetsk. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Donetsk, la capitale régionale, est encore tenue par les séparatistes pro-russes. Et un accord de paix interdit à l'Ukraine de la reprendre par la force. Il prévoit aussi une zone tampon, zone qui n'est pas respectée par les rebelles selon l'armée. Le mois dernier, elle en a donc exclu Novo-Louhansk. Vers minuit, l'infirmière de l'unité, Emma, reçoit un appel de secours. Elle se précipite. Natalia a une tension dangereusement élevée. Son mari a entendu dire que les soldats pouvaient aider. Officiellement, ce n'est pas son rôle de s'occuper des civils, mais Emma dit qu'elle le fait par solidarité. Avant, nous n'avions pas d'autre choix que de contacter la grande ville pour les secours. Mais ils n'arrivaient jamais à temps. Le lendemain, Natalia se sent mieux. Et bien qu'elle apprécie l'aide des militaires, elle souligne que c'est leur présence qui la stresse. Les soldats sont gentils, serviables, rien à dire là-dessus. Mais ils sont en guerre et ils vont se faire tirer dessus. Et qui sera touché ? Eh bien nous, les civils. C'est ça qui nous fait tellement peur. Ici, on entend souvent des tirs au loin. Et outre la crainte d'un bombardement, la situation économique de la ville inquiète aussi, maintenant qu'elle est complètement coupée du côté séparatiste. Dans les rues, des graffitis anti-Kiev. Nous demandons au nouveau chef de la police s'il y a encore beaucoup de militants pro-russes en ville. Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y en a. Des équipes de policiers en uniforme militaire font du porte-à-porte. Ils veulent rassurer les habitants et échanger des numéros de téléphone. Ils cherchent également à débusquer des personnes suspectées de soutenir les séparatistes. Beaucoup ici regardent la télévision russe, qui diffuse des messages anti-Kiev, souvent bourrés de mensonges. Mais dans cette région économiquement sinistrée, les habitants sont réceptifs. Beaucoup de gens sont mécontents. Certains sont sans emploi, d'autres mal payés. Ils s'imaginent que la vie pourrait être mieux là-bas. Et puis les gens ont des amis et de la famille de l'autre côté. Néanmoins, l'Ukraine considère les militants séparatistes comme des agents d'un ennemi étranger, la Russie, qui doivent être arrêtés. Pour répondre aux préoccupations des citoyens, des agents de médiation sont déployés. Aujourd'hui, nous sommes ici pour être à l'écoute des problèmes des habitants et essayer de trouver des façons de les résoudre. Les plaintes les plus courantes concernent les nouvelles limitations au déplacement. Tania travaille ici et vit dans un village voisin, mais maintenant, il y a un poste de contrôle ukrainien sur son chemin. Comment voulez-vous que ça aille ? Je ne peux pas rentrer à la maison alors que j'ai un petit-fils de 9 ans qui m'attend. Le major appelle le capitaine Stalker à propos de ce cas. Il a dit que les gens seront seulement autorisés à traverser via le point de passage officiel, là où il y a des gardes-frontières. Mais c'est très loin. Effectivement, c'est très loin.
Pour l'instant, une mandarine est le seul réconfort que les hommes peuvent offrir. C'est un problème et je ne le nie pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne pouvons pas ouvrir la frontière à chaque mamie ou papy sans aucun contrôle. Ils pourraient transmettre des informations sur nos positions. Pour rentrer chez elle, Tania doit effectuer un trajet de 50 km par ce checkpoint où elle attendra plusieurs heures, tout comme des millions d'autres personnes séparées de leur lieu de travail ou de leurs proches par cette frontière. Mais pour l'Ukraine, la seule solution est de rétablir le contrôle sur les zones séparatistes et de mettre fin à la guerre, ce qui ne semble pas près d'arriver. Et on reparle de la situation en Ukraine avec notre invitée Anna Kolin-Liebediev, sociologue et spécialiste des sociétés post-soviétiques, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Bonjour Anna Kolin-Liebediev, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors on a vu dans ce reportage le pessimisme des populations qui vivent dans cette zone tampon. Quel regard est-ce que cette population porte-t-elle sur ce conflit qui s'enlise? Cette population est depuis plusieurs années déjà, sous des bombardements, au cœur d'une guerre dont elle ne comprend pas très bien toujours les enjeux. Les tirs arrivent des deux côtés, les informations arrivent des deux côtés également. Les populations locales ont souvent une préférence pour les sources d'informations russes, donc ont tendance à incriminer le côté ukrainien, qui est bien entendu responsable des tirs, mais peut-être pas au degré qui est ressenti par la population. Et donc, en fait, le ressenti est celui à la fois d'une très grande lassitude par rapport à la guerre, donc d'une envie que ça s'arrête, mais aussi d'une méfiance grandissante, déjà grande depuis un moment, mais grandissante à l'égard de l'Ukraine. Vous avez évoqué à l'instant les tirs qui se poursuivent depuis 2 ans, les tirs d'artillerie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce conflit ? Officiellement, on est dans une situation de cessez-le-feu. Cependant, le cessez-le-feu est rompu dès sa conclusion en permanence, avec notamment une aggravation des échanges armés ces derniers mois, comme la mission d'observation de l'OSCE l'a souligné à plusieurs reprises. On a des tirs d'artillerie lourde tous les jours et des morts quasiment tous les jours dans cette zone de conflit. Comment est-ce que le reste de la population ukrainienne voit ces populations en majorité pro-russe qui restent dans cette zone tampon ? En fait, il serait inexact de dire que les gens qui restent dans la zone tampon sont en majorité pro-russes. Souvent, il s'agit de personnes qui sont restées... Des civils pris entre deux feux qui... de civils restés pour des circonstances diverses, parfois parce qu'ils ont de la famille, un parent âgé, par exemple, sur place, ou une maison et qu'ils ne savent pas où aller. On a aussi un phénomène de retour, d'ailleurs, des civils du Donbass sur le lieu d'habitation, avec l'apaisement modéré du conflit. Mais en fait, pour la population ukrainienne, de l'Ukraine, de Kiev, qui au début voyaient les populations civiles du Donbass comme des populations à secourir. Aujourd'hui, les habitants du Donbass deviennent de plus en plus des étrangers qu'on ne comprend pas et dont on ne sait pas trop quoi faire d'ailleurs en arrivant sur place. Parce que pour les Ukrainiens de Kiev ou fidèles à Kiev, libérer le Donbass, ça veut dire libérer cette population et les ramener chez eux, leur donner la possibilité de retourner dans leur pays. Et en fait, ils se heurtent de plus en plus à cette méfiance et à cette vision très contrastée et très ambiguë des populations du Donbass à l'égard de l'Ukraine. Donc, en fait, voilà, il y a un soupçon de trahison, il y a un soupçon de responsabilité qui pèse sur ces populations civiles également, quand on les regarde depuis l'Ukraine continentale. Et du côté de l'armée ukrainienne qu'on a aussi vu dans ce reportage, est-ce qu'on comprend encore l'utilité de la poursuite de la guerre ? Est-ce qu'on est toujours aussi motivé qu'il y a 2 ans, en gros ? Pour avoir interviewé pas mal de combattants, oui, la motivation est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce ressenti d'une agression réelle et potentielle également, une aggravation potentielle de l'agression russe. Donc oui, il y a réellement un sens donné à cette guerre. Cependant, il y a aussi une grande lassitude, puisque autant il y a 2 ans, ou même il y a 1 an, les combattants avaient la sensation que la guerre pouvait être gagnée. Aujourd'hui, avec cette guerre de position, on est censé ne pas bouger en vertu des accords de Minsk. L'armée ne voit pas trop l'issue et voit s'enliser de plus en plus le conflit. Kiev ne renonce pas à reconquérir ses territoires, bien au contraire. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager un redémarrage de la guerre ? Je pense que la guerre se transforme aujourd'hui en un conflit de plus en plus gelé, modérément gelé, disons à moitié gelé, qui a toujours un potentiel de redémarrage.
Vous avez évoqué à l'instant un conflit gelé. Est-ce qu'on peut parler d'état de facto qui s'est créé un peu à l'image d'autres zones de l'espace post-soviétique? Je pense notamment au Haut-Karabakh, où là aussi on a un conflit gelé qui dure depuis 25 ans avec le même genre de situation, c'est-à-dire des tranchées, une ligne de front qui bouge quasiment pas, mais des tirs d'artillerie et de snipers, pas quotidiens, mais chaque année très réguliers. De fait, les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk ont essayé, avec bien entendu un soutien massif de la Russie, aussi bien dans la direction en hommes, en argent et en consignes données, les républiques de Lugansk et de Donetsk installent une autorité étatique sur place, une autorité quasi-étatique sur place. Et les populations locales ne peuvent que s'adapter à ça. Donc oui, on a des entités, des États de facto qui sont en train de se mettre petit à petit en place. Mais cependant, en fait, la conflictualité très très forte et grandissante sur la ligne de front ne permet pas pour l'instant de parler de conflit complètement gelé. La guerre ne s'est pas arrêtée. La guerre est toujours en cours, même si les accords de Minsk, disons, en limitent l'impact. Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens, à la fois les pro-russes et les pro-Kiev, on va dire, peuvent encore vivre ensemble ? Je pense qu'ils peuvent toujours vivre ensemble. Et d'ailleurs, l'idée de réconciliation est présente à un niveau individuel. Cependant, au niveau, disons, du discours politique, du discours médiatique ou de ce que disent les intellectuels, il y a une distance plutôt qui se creuse entre les habitants du Donbass, les habitants de Crimée et la population pro-Kiev. Merci beaucoup Anna Koulin-Lebedev pour votre éclairage aujourd'hui sur France 24 sur la situation en Ukraine.